Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Et bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant, Paris-Île-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, 17h30, 19h, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean Duchazot. Jean Duchazot, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonne année, tous mes voeux de santé, de vous paix, même. D'amour, d'harmonie. D'harmonie, voilà, d'équilibre. Oui, on va parler d'équilibre justement, ça tombe bien. L'équilibre, un grand mot, peut-être. Trouver l'équilibre en soi, dans son corps. C'est un programme. Oui, c'est un programme. Dans son corps, son esprit. Alors, l'équilibre de l'esprit, problème. Puisque j'attaque alors, les personnes sont souvent au courant un peu du discours, mais je vais quand même expliquer le fond des choses. L'équilibre, c'est une machine, l'équilibre, c'est une balance qui peut être en équilibre. Donc, la balance est en équilibre parce qu'elle a deux plateaux. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre validement pour ce qui concerne l'être humain ? Oui, mais par analogie seulement. Par conséquent, pour que la notion d'équilibre soit validée, si vous voulez, il faut que je puisse comprendre que l'équilibre ne peut être que l'apanage du corps, en fait. Puisque on pourrait faire une analogie entre la balance de Roberval et l'équilibre homéostasique des glandes endocrines, justement, puisque le système nerveux, dont on dit qu'il est le nec plus ultra de notre économie, ne peut pas être en équilibre avec lui-même, puisque un plateau ne peut pas faire l'équilibre s'il n'y en a pas un autre pour faire le contrepoids. Donc l'équilibre est une notion plutôt physique. Et on le retrouve, cet équilibre, si on comprend que les glandes endocrines, qui sont le fondement de tout ce que j'ai appelé l'endocrinopsychologie, sont en équilibre elles-mêmes. Voilà. Et par analogie, évidemment, l'âme humaine qui est le principe vivant, ça a de la philo, mais on ne peut pas comprendre l'homme si on n'atteint pas le principe vivant, puisque l'homme est vivant, à moins d'étudier son cadavre. Dans les facultés de médecine, on étudie l'anatomie sur des cadavres, bien sûr, mais si on veut connaître un peu plus avant, je veux dire les mécanismes, bien que j'aime pas ce mot, les fonctionnements de l'homme, qui commence par son corps. On ne peut pas parler de fonctionnement pour l'âme, à vrai dire, mais les fonctionnements de l'homme, c'est en fait la manière dont l'homme exprime ses facultés supérieures par le corps. C'est ça le problème, l'union de l'âme et du corps. C'est une introduction intéressante. Donc, l'âme, qui est le principe vivant, disais-je, n'est pas connaissable par la science, parce qu'il n'y a de science que de ce qui est quantifiable et mesurable. Et c'est la raison pour laquelle les neuroscientifiques, depuis pas mal d'années et de décennies, ont fait l'impasse sur l'âme, car elle est inconnaissable. Par conséquent, on a voulu étudier l'homme en l'amputant de sa dimension essentielle, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est un homme spirituel capable de penser, d'aimer, de vouloir. Ça pose un vrai problème méthodologique. Ce problème n'a pas été étudié ni posé véritablement, parce qu'il n'y a pas de problème, on ne connaît pas l'âme, on ne pourra jamais la connaître de façon expérimentale. On peut la connaître de façon réflexive et philosophique, bien entendu, mais ça ne rentre pas dans les canons des scientifiques, puisque eux, ils veulent faire de l'expérience et de l'expérimental. Ils veulent surtout fragmenter. Et surtout, évidemment. Alors, comment disséquer un être ? Eh bien, on ne peut pas. J'entends avec un grand E, hein, ou une âme. Oui, c'est ça, oui, on ne peut pas. Alors, pour finir cette petite introduction, puis peut-être vous m'interrogerez sur ces notions, on ne peut connaître l'homme que si on le considère dans son ensemble, corps et âme. Le problème, c'est que si on veut l'étudier scientifiquement, on est obligé de faire l'impasse
sur ce qui est l'âme. L'âme au sens fondamental, au sens philosophique, c'est-à-dire ce qui est vivant. Aristote disait que l'âme, c'est le vivant, en fait. Parce que souvent on pourrait penser l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est une notion religieuse, etc. Bon, non, l'âme, c'est une notion très claire, c'est le principe qui nous anime, anima. Quand on est mort, ce principe n'est plus. Par conséquent, si on veut étudier l'homme, il faut l'étudier dans son ensemble, avec l'âme. Alors, les neuroscientifiques, pour continuer un petit peu, sont tombés dans un travers essentiel, dans une erreur, je dirais, même méthodologique. Ils ont voulu étudier l'homme en faisant abstraction de son âme, et je dis, mais comme on ne pouvait pas faire l'impasse sur les facultés spirituelles, dont tout le monde, tout un chacun sait qu'elles existent, puisque même les scientifiques les plus rigoureux en font l'expérience quotidienne. Je pense, je réfléchis, j'aime, je m'adapte, je me souviens, j'entreprends. Tout cela, ce sont c'est l'apanage de mon esprit. Car c'est l'esprit qui pense, c'est pas le corps jusqu'à présent. Mais alors, comme il voulait absolument connaître le mystère de l'homme, puisqu'on constate qu'on a l'intelligence, par exemple. D'où vient l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Il fallait quand même reconnaître que ça existe, on ne peut pas faire l'impasse. Mais c'est inconnaissable. En tant que faculté spirituelle, on ne peut pas connaître. Alors ils ont fait un postulat. Ils ont dit, dans le corps, c'est le cerveau qui contient toutes mes facultés supérieures. C'est un postulat. C'est-à-dire, un postulat, c'est quelque chose dont on part a priori, sans que cette prémisse soit démontrée, et on part de là pour pouvoir faire un raisonnement et aboutir à une conclusion. Alors, le problème des neurosciences, c'est qu'ils veulent étudier l'homme, c'est légitime, mais en partant d'une impossibilité finalement. Comment étudier valablement l'homme si on fait abstraction de son esprit, lequel possède les facultés supérieures, l'intelligence, la volonté, etc., l'affectivité, alors qu'ils veulent l'éliminer. Sauf à considérer que ces facultés supérieures, spirituelles, intellectuelles, si vous voulez, sont contenues dans le cerveau. Mais ce postulat n'est pas démontré, ni démontrable. De fait, en endocrinopsychologie, on dit les facultés supérieures ne se retrouvent pas dans le cerveau, elles ne s'y trouveront jamais. Puisque le cerveau n'est que, en fait, l'organe qui contient la mémoire. Effectivement, nous enregistrons toutes les données sensorielles et intellectuelles, émotionnelles, dans le cerveau. C'est vrai que le cerveau est très important en ce sens, mais il n'est pas ce qu'on dit qu'il est, et ça c'est un vrai problème. Donc l'endocrinopsychologie, pour conclure ma petite introduction, c'est justement la science complète qui permet d'avoir un discours qui va essayer de réconcilier, si on peut dire réconcilier, oui, entre guillemets, mais les neurosciences, une véritable science de l'homme, et une approche de l'âme humaine. Une approche parce qu'on ne peut pas la connaître d'une manière expérimentale, mais une approche tout de même en considérant dans le discours que c'est l'âme qui veut, qui pense, qui aime. Et en disant, en continuant, que quand je pose un acte spirituel, intellectuel, mettons, je réfléchis, je pense ou je veux, eh bien, c'est mon âme libre, mon esprit si vous préférez, je confonds un peu les deux notions, bien qu'il y ait une nuance entre les deux, qui en fait pose ses actes, mais par le corps. Et là, j'arrive à une notion très importante, c'est la notion d'instrument qu'est le corps pour satisfaire aux opérations de mon esprit. Le corps est donc l'instrument nécessaire par lequel je pose un acte efficient. Si mon corps n'est plus en équilibre, qui est glandulaire, puisqu'on avait déjà développé ça, s'il n'est pas dans un état favorable, d'équilibre, de fonctionnement adéquat, eh bien je ne vais pas pouvoir poser les actes intellectuels ou psychologiques ou spirituels. Et c'est pour cela qu'il existe toute une catégorie d'êtres humains. Je prends la limite évidemment, puisqu'il y a toutes les nuances entre chaque être humain. Il y a ceux qui sont très équilibrés, il y a ceux qui le sont moins, il y a ceux qui le sont un peu, il y a ceux... Bref.
Mais le cas limite, c'est le malade mental. Le malade mental, ce qui est une expression un peu floue et un peu fausse d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de maladie de l'esprit, il n'y a qu'une maladie du corps, ou un déséquilibre du corps, lequel, en dysfonctionnant, ne permet plus à l'âme d'exercer ses facultés supérieures. Alors on dit il est malade mental. En fait, c'est son corps qui est totalement déséquilibré sur le plan glandulaire, puisque en dehors des glandes, il n'y a pas de possibilité, selon l'optique où je suis, d'expliquer quoi que ce soit de valide sur les relations du corps et de l'esprit. C'est impossible. Et donc l'endocrinopsychologie a fait faire un pas de géant, selon évidemment moi, et puis tous ceux qui peuvent m'aider autour de cette discipline, pour approcher valablement une connaissance complète de l'être humain. Donc on dit, l'homme exerce une faculté supérieure par le corps, mais dans le corps, jusqu'à présent, on ne savait pas comment ça se passait. On ignorait, et on ignore toujours d'ailleurs officiellement, comment le corps s'y prend pour nous donner la solution, en quelque sorte, ou une solution valable de mes facultés supérieures. Alors c'est le cerveau pour les neuroscientifiques. Et on cherche dans le cerveau ce qui permet d'expliquer comment on est intelligent, comment on est volontaire. Alors c'est les lobes cérébraux, corticaux, les émotions, c'est le système limbique. On cherche partout dans le cerveau, le bas cerveau, on cherche les mécanismes humains, neuronaux, qui peuvent donner la solution de tout ce mystère qu'est une faculté supérieure. C'est une illusion, bien entendu, je prépare un livre là-dessus, une illusion complète dans laquelle sont tombés tous ces chercheurs de bonne foi qui veulent connaître. C'est légitime de vouloir connaître. Mais voilà, il fallait adapter la méthode à l'objet d'étude, ce qui n'a pas été fait, puisqu'on a considéré l'homme comme un objet d'étude comme tous les autres objets, c'est-à-dire la matière inerte qui s'étudie par le principe de causalité, de reproductibilité, tout ça d'accord, mais dans le vivant, ça pose des problèmes. La matière vivante peut faire l'objet d'une étude scientifique, à la limite bien sûr, mais quand cette matière vivante est animée par un esprit, ça corse le problème. Donc l'étude de l'homme est complexe sans une méthode adéquate. Et je prétends que la méthode adéquate, jusqu'à preuve du contraire, j'essaie de le faire connaître bien sûr, c'est l'endocrinopsychologie. C'est-à-dire, le mot est un peu barbare parce que c'est long, c'est-à-dire une connaissance des glandes endocrines, telle que l'a révélé le docteur Jean Gauthier, et cette psychologie, cette étude de l'âme humaine, en fait, c'est ça que ça veut dire. La psychologie, c'est l'étude des comportements humains, l'étude des facultés supérieures, l'étude de la psyché, quoi. Tout cela relève non pas du corps, mais de l'esprit. Voilà un peu l'introduction de... Peut-être il y a des grandes idées de mon prochain livre. Alors, Jean Duchazot, on parle d'équilibre, on a commencé avec l'équilibre. Alors, je vais faire ma petite intro aussi. Il est intéressant de pouvoir aller dans les questions qui moi-même se soulèvent au vu des informations qui sont les miennes. On parle du corps, le corps qui de tout temps a été considéré comme le temple, ou le véhicule d'ailleurs, celui qui nous sert donc, pour reprendre vos propos, à exercer nos facultés supérieures. Pour certains scientifiques ou des personnes très cartésiennes, pourrait-on dire, les émotions ne sont le sujet ou la manifestation que d'une alchimie, non, même pas une alchimie, c'est même pas le terme, une biochimie corporelle est là, avec des hormones, justement, on rejoint d'une certaine manière les glandes endocrines. Ces hormones font ce qu'elles ont à faire d'un point de vue biochimique et nous procurent dans notre corps des sentiments, des chaleurs, des sensations, etc. D'après certains scientifiques. Donc, ils partent du principe que puisque nos émotions, nos sentiments ne sont que des réactions biochimiques, nous n'avons pas réellement de libre arbitre, nous ne faisons que finalement comme une sorte de marionnette ou un pantin qui se laisse bercer en fonction des conditionnements premiers de l'être humain en tant qu'enfant, en tant que bébé, même dans le ventre de la mère, nous ne sommes que la réaction de cela. Donc la partie spirituelle est totalement évincée. Moi je me pose cette question de savoir,
Déjà d'une part, est-on vraiment sûr que ce n'est pas l'émotion qui va générer un échange biochimique de ces hormones, de leur rôle au sein de l'organisme vivant qu'est notre corps? Donc l'émotion précède la fonction biochimique. Je me pose la question. Et puis en même temps, de savoir, à travers cette idée, finalement, si l'être humain n'était qu'une machine, comment cette machine peut-elle naviguer toute seule? Alors, je pense lever mon bras, je lève mon bras. Je pense bouger mes doigts, je bouge mes doigts, certes. Mais est-ce que je pense à faire en sorte que mon estomac élimine tout ce qu'il a à éliminer lorsque je mange? Est-ce que je pense à faire en sorte que mes intestins, mes cellules assimilent toutes les énergies, les nutriments? Non, je ne le pense pas. Pourtant, ça s'opère, ça se fait. Il y a apparemment une intelligence du corps hors de ma conscience qui s'opère. Le corps aurait apparemment une intelligence propre. Alors je vous pose la question, Jean Duchazot, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait penser que le corps est autonome au-delà de notre conscience, au-delà de notre esprit? Il faut de l'esprit de synthèse là pour répondre à vos questions, mais très bien posées. D'abord, il faut se méfier d'un réductionnisme, ce fameux réductionnisme qui consiste à réduire nos facultés supérieures au corps. C'est une tentation permanente des scientifiques. Vous parlez de l'émotion tout à l'heure. Vous me rappellerez peut-être la question après. L'émotion, ça vient du latin emovere emotum, bouger, remuer. Une émotion, c'est le corps, bien entendu. On a dit que c'était psychologique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a une émotion, la plupart du temps, surtout quand on est adulte bien sûr, ça vient du cerveau, puisque c'est à partir d'une idée que nous avons une réaction émotionnelle. Donc les scientifiques sont logiques, ils disent « j'ai dit à quelqu'un une mauvaise nouvelle » et la personne s'est mise à pleurer, à avoir le cœur qui s'est mis à battre, elle a eu des sueurs froides, etc. Donc c'est bien le cerveau qui est à l'origine. Ça c'est très simple ou simpliste. Pourquoi ce n'est pas vrai? C'est l'apparence seulement qui nous fait nous tromper. Eh bien parce que l'émotion ne provient pas du cerveau. Elle provient d'une glande, la thyroïde. La glande sans laquelle il n'y a pas de possibilité émotionnelle. C'est montré chez les hypothyroïdiens congénitaux qui n'ont pas d'émotion, et quand on les traitait par l'hormone thyroïdienne, ils recouvraient leurs émotions. Il n'y a pas que l'émotion, il y a aussi la sensibilité, il y a même l'intelligence, etc. Mais on parle de l'émotion. Alors l'émotion est en directe liaison avec la thyroïde. Ça a l'air réductionniste, évidemment, par rapport à ceux qui pensent que l'émotion a une origine psychologique noble. Pas du tout, ce n'est pas le problème. Je disais que le corps est le moyen indispensable pour faire que notre psyché s'exprime. L'émotion, c'est évidemment qu'il y a un côté psychologique, il ne faut pas le nier. Mais puisqu'on veut être au ras des pâquerettes pour faire des explications un peu cohérentes, il n'y a pas d'émotion, et ça c'est radical, sans thyroïde. Par conséquent, vraiment la thyroïde est le moyen par lequel une réaction émotionnelle se produit. Quand vous disiez que l'émotion pourrait être, je crois que vous avez dit, elle est d'origine psychologique et le côté glandulaire ou biochimique serait quelque chose qui viendrait après, mais c'est vrai. Parce que quelqu'un qui agit avec son libre arbitre, il a effectivement des réactions adaptatives, émotionnelles, c'est son âme, alors comme je le disais, qui opère. En fait, l'âme opère surtout pour les facultés supérieures. Attention. Aimer, vouloir, penser. Les émotions, je dirais, elles sont intermédiaires, comme un moyen terme entre la faculté supérieure et la réaction immédiate, adaptative, physiologique. C'est ça qui est la difficulté d'étude de l'émotion. Mais pour faire court, l'émotion est une réaction adaptative, en fait. Il y a une connexion entre l'adaptation et l'émotion, forcément. Puisque les hypothyroïdiens congénitaux n'ont pas d'émotion. Mais pareillement, ils n'ont pas d'adaptation. Quand on redonnait des extraits thyroïdiens autrefois, ils recouvraient et l'émotion et l'adaptation. Et aussi la sensibilité, etc. Donc il y a une connexion véritable entre tous ces mots sémantiques, adaptation, sensibilité,
émotions, tout cela, la vie même, la vie est changement, on se définit la vie par l'adaptation aussi. En réalité, c'est là qu'on voit le fonctionnement synthétique de notre nature. Ce sont les mêmes fonctionnements, en l'occurrence la thyroïde, qui sont à l'origine d'une sorte d'éclatement des paramètres, voyez, à l'origine de toutes ces valeurs, tous ces fonctionnements, j'allais dire, que sont l'adaptation, la sensibilité, l'émotion. Les mots sont là différents, parce que l'homme a des fonctions nuancées, étagées, en fonction des situations. Alors, on a nommé ces nuances adaptatives par des mots particuliers. On a vu que quelqu'un qui réagissait au quart de tour, on a appelé ça émotion. On a vu que quelqu'un qui savait dans une situation être conforme à la situation pour répondre favorablement aux problèmes qui se posent, on a appelé ça adaptation. Mais pour l'organisme, c'est la même chose. L'organisme ne va pas s'amuser à dire moi je vais fonctionner en adaptation ou je vais fonctionner en émotion. Pas du tout. C'est la thyroïde qui préside totalement à la fois à l'adaptation, à l'émotion, à la sensibilité et même à l'intelligence immédiate. Puis vous m'avez posé une autre question concernant, à la fois que vous me le répétiez parce que... Concernant le corps, Oui. je ne pense pas ou je n'ai pas conscience de faire fonctionner mon cœur pour qu'il fonctionne et que ce corps, ce véhicule, ce temple puisse être, je dirais, autonome, comme si effectivement le corps avait une intelligence propre. Ben, il y a une sorte d'intelligence du corps, on peut le dire, en une sorte, parce que il ne faut pas tout mélanger, bien sûr, on peut le dire. Il y a un fonctionnement finalisé, il y a une harmonie dans notre corps, et il y a un équilibre qui vient des glandes. Hein, c'est l'équilibre glandulaire qui gère en fait toutes nos fonctions, et c'est quand ces fonctions se dérèglent que les organes et les fonctions organiques se dérèglent. L'estomac, le pancréas, les taux de sucre, le fonctionnement cardiaque, rénal, hépatique, tout cela dépend d'une harmonie endocrinienne. Voilà pourquoi il est dommage, très dommage, qu'en médecine, on soit tombé dans ce particularisme, cette parcellisation des symptômes, ces spécialistes qui étudient le cœur, l'estomac, et puis la gynécologie, tout cela c'est une méthode scientifique, une méthode pratique, économique peut-être, c'est plus facile, mais on n'atteint pas la totalité de l'homme. C'est un problème, c'est un dommage, mais on ne va pas faire cette critique. Par conséquent, il y a dans l'homme, effectivement, des fonctionnements qui se font d'eux-mêmes, à la condition qu'il y ait cet équilibre. Lorsque je parle des glandes endocrines, dans nos facultés supérieures, c'est un peu différent. Parce que les facultés supérieures, elles sont agencées par le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le point commun, propre à chacune des facultés supérieures. Car il faut être libre pour aimer, il faut être libre pour penser, il faut être libre pour comprendre, libre pour entreprendre, libre pour mémoriser, etc. Encore que pour mémoriser, il peut y avoir des exceptions. La liberté est donc le point fondamental qui est à l'origine de chacune des facultés supérieures. C'est une sorte d'étiquette qu'on appose sur l'homme. L'homme est libre par son esprit. Cette liberté va permettre l'exercice de chacune de nos facultés. Je vais pouvoir penser à la condition que mon instrument corporel soit adéquat et en équilibre. On en parlera peut-être parce que la génitale joue, l'hypophyse, la thyroïde, bon. Je vais pouvoir aimer parce que j'ai ce qu'il faut pour me porter vers l'intérêt de l'autre, pour lutter contre mon propre ego. Il y faut une possibilité que tout le monde n'a pas forcément. On appelle ceux qui n'ont pas cette possibilité des égoïstes. Et ceux qui l'ont, au contraire, on l'appelle des altruistes. Bon, ça c'est très schématique, bien sûr. Pour les fonctionnements internes, le cœur par exemple, on ne domine pas. Il y a des exceptions, mais on ne domine pas. Ça se fait tout seul, à la condition que notre équilibre glandulaire soit correct. Sinon, il y a des anomalies. Pour ce qui est des facultés supérieures, ça ne se fait pas tout seul, puisque, étant libre, c'est mon libre arbitre qui les met en œuvre. Je ne peux pas penser vouloir aimer par automatisme.
je le fais par adaptation, donc par liberté. C'est différent. Mais cependant, il y a un point commun. Les glandes endocrines, dans leur équilibre, gèrent le corps dans ses fonctions organiques correctement et permettent, alors je ne vais pas dire gérer les facultés supérieures, mais je vais dire permettre à nos facultés supérieures de s'exprimer avec efficience. Voilà un peu la réponse que je peux faire. Donc cet équilibre du corps qui est autonome par lui-même dépend de l'équilibre des glandes endocrines. Et si j'entends vos propos, ce sont donc mes différents ou mon état psychique de cette faculté que j'ai à pouvoir choisir, donc cette liberté, qui me permet d'être dans cet équilibre glandulaire. Alors, dans quelle mesure est-ce que le déséquilibre se crée ? Dans quelle mesure est-ce que dans ce cas-là, et j'entends ce déséquilibre, si la liberté est de faire des choix ou de ne pas les faire, et que apparemment cette liberté conditionne l'équilibre glandulaire, donc de mes hormones, et font en sorte que mon corps soit le plus autonome possible, le plus, j'allais dire, le plus libre dans ce pourquoi il est fait, dans le fait d'être un véhicule. Dans ce cas-là, à partir de quel moment y a-t-il un déséquilibre entre finalement mes choix, qui vont induire apparemment, de par ma psyché, de par mon esprit, un déséquilibre glandulaire ? Très bien, oui. Alors c'est intéressant, bien sûr. Il faut dire que nous sommes des êtres humains qui naissons et qui grandissons et qui maturons. Nous arrivons à l'âge adulte et nous sommes autonomes. Donc cette liberté est quelque chose qui est propre à l'esprit, bien sûr, mais l'esprit, nous l'avons en puissance quand on naît. Mais on ne peut pas dire qu'un enfant de 2 jours soit intelligent, soit capable d'amour, Non, il est végétatif quasiment. Mais il a tout en lui pour devenir ce qu'il est appelé à devenir. Est-ce qu'on peut, je me permets là, peut-être parce que les propos pourraient choquer, et je voudrais moi aussi saisir un petit peu peut-être là où vous pourriez apporter de la nuance. Quand vous dites que l'enfant, de ce que je peux en voir, je suis jeune papa, merci, je perçois cette empathie chez l'enfant, à savoir un intérêt pour tout ce qui a lieu autour de lui, soif de saisir, de comprendre, de faire les liens entre les choses à travers justement ses pieds, à quoi ils servent, ses doigts, ses mains, de pouvoir expérimenter la bouche, de babiller, de voir aussi les interactions qu'il y a avec les personnes autour. Il y a des interactions. Et cela avec le sourire, qui est déjà présent au bout de 8 mois, ou encore un désagrément, il chouine, ok. Et puis encore, tout simplement, l'observation. Et à travers cette observation qu'il a, que je perçois chez lui, pas de jugement dans cette observation, ni bon ni mauvais, il n'a pas conscience de ça, on est d'accord. Mais d'être là, ouvert, j'allais dire. Ouvert à la vie, ouvert à tous les possibles. Mais est-ce que c'est pour autant que l'enfant n'est pas doué d'empathie ou qu'il est dans un état végétatif, comme vous l'avez dit ? Alors attention, bien entendu que oui, mais c'est une question de maturité. À 2 mois, c'est un peu juste. À 8 mois, c'est déjà très possible. À 12 mois, c'est encore mieux, évidemment. Mais c'est une croissance, en fait. C'est une graine. Quand vous voyez un gland, vous dites, tiens, ça va devenir un chêne. Mais là, je ne vois rien du chêne. Quand vous voyez un arbuste qui fait 10 cm de haut, dites donc, c'est un chêne déjà dont je reconnais les feuilles. Ça sera un beau chêne sans doute plus tard. Mais ça n'a rien d'un arbre, c'est un petit arbuste, etc. Et puis au fur et à mesure que l'arbre croît, vous finissez par dire un jour, c'est un chêne. Mais alors, chez Aristote, on dit c'est un chêne en acte. Tandis que quand il est les glands, on pourrait faire des plaisanteries évidemment sur nos hommes politiques, mais enfin, quand il est un gland, il n'est pas en acte, il est en puissance d'être un chêne. Voilà. C'est un peu analogue pour l'être humain. Au début, il est végétatif, mais il est en pleine puissance de devenir. On voit un enfant de 6 mois, 8 mois, mais c'est incroyable de voir cette propension à saisir les objets, à les regarder. C'est un tropisme, on l'appelle. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas, il faut surveiller les enfants d'ailleurs pour ça, dont il ne peut pas s'empêcher, parce qu'il est ordonné à découvrir, il est ordonné à meubler son esprit. D'abord son cerveau, par la mémoire des choses. Pour apprendre le langage, il va falloir qu'il
entende sa maman et son papa lui dire un jour papa, maman, et puis il va finir par répéter dès que ça sera possible, très vite, à partir de 8, ça dépend des enfants, 8-10 mois, etc. Donc l'enfant acquiert tout un panel de possibilités adaptatives qu'il enregistre dans son cerveau pour meubler son cerveau, mais son esprit en réalité. Et c'est pour ça peut-être qu'on a dit l'esprit c'est le cerveau. Non, mais l'esprit qui est l'âme a besoin de la mémoire, ne serait-ce que pour s'exprimer. Parce que allez-y, vous exprimez, si vous n'aviez pas de mots, vous ne pourriez pas. Et les mots, c'est la mémoire. Mais la pensée, c'est autre chose, c'est le libre arbitre qui exerce son intelligence. Car on peut ne pas avoir de mots parce qu'on est paralysé, parce qu'on a eu une attaque et on a un cerveau qui ne fonctionne plus, par exemple. Tétraplégique aussi. Voilà, par exemple, pour distribuer sa mémoire et comprendre absolument tout ce qu'on peut dire. Donc l'intelligence est autre chose que la mémoire. Mais l'intelligence a besoin de la mémoire, ne serait-ce qu'encore une fois, pour parler. Quand je parle, j'essaye de penser un peu. Les phrases que je fais, c'est plutôt l'intelligence qui nous fait penser, mais les mots, c'est la mémoire, et les mémoires me servent en permanence à penser par les mots et les mots que je dis, et puis que j'écris aussi. Voilà. Alors, est-ce que je ne vous choque plus ? Non. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'élargir un petit peu le champ de vos propos, et c'est très bien ainsi. Oui, c'est ça. Alors, on va aborder la première page promotionnelle, et puis on va continuer cette interview. Jean Duchazot aujourd'hui avec nous, psychothérapeute qui a créé cette pratique, l'endocrinopsychologie. Pour en savoir plus, voici un numéro de téléphone fixe, le 01 47 63 16 30. Je répète, 01 47 63 16 30. Le site internet endocrino-psychologie.org. Endocrino, comme ça cela s'entend, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier, et puis psychologie.org, tout simplement. Vous pourrez notamment trouver sur le site internet les différents titres des ouvrages qu'a écrit Jean Duchazot. Je vous les nomme. Ces glandes qui nous gouvernent, ou encore Le sommeil perdu et retrouvé, l'origine glandulaire du sommeil, Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines. Le sommeil et les rêves ont-ils livré leurs secrets ? Nous avons aussi Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité, Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique, et le dernier livre qui est sorti, L'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Un petit mot peut-être que vous souhaitez dire concernant les livres pour se les procurer ? Oui, la plupart des livres maintenant, j'ai racheté les stocks, donc ils sont à mon domicile, à mon cabinet. Sauf 2, celui sur la sexualité est encore en vente, soit sur Internet, soit sur Internet on peut les avoir aussi, soit chez l'éditeur, ainsi que Le secret dévoilé chez l'éditeur encore. Mais les autres sont chez moi. Donc je reviens sur la question, puisqu'on avait fait une parenthèse sur l'enfant. La question que je vous avais posée était de savoir si effectivement ma liberté est de pouvoir avoir ce corps en équilibre physiologique, et notamment les pièces maîtresses sont ces glandes endocrines, dans quelle mesure est-ce que arrive le dérèglement ? Très bien, oui. Le dérèglement arrive lorsque notre libre arbitre, encore faut-il l'avoir, donc au début le libre arbitre on ne l'a pas, par conséquent l'éducation va faire office de libre arbitre. Ça sera le libre arbitre des parents en réalité qui va s'exercer sur l'enfant jusqu'à ce que lui-même l'exerce pour lui-même. Donc le libre arbitre, lorsqu'il s'exercera à un certain âge, après à l'adolescence ou après... Oui, en tout cas, de plus en plus, c'est pas une date ou une limite à proprement parler, c'est quelque chose qui évolue. Exactement. Eh bien, ce libre arbitre va être le facteur qui va maintenir le libre arbitre, qui va maintenir l'équilibre glandulaire. Puisqu'il est indispensable d'avoir cet équilibre pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir exercer nos facultés. C'est ça l'accord du corps et de l'esprit. C'est que l'esprit a besoin de cet équilibre pour être efficace. C'est pour ça que chez les malades mentaux,
il n'y a pas d'efficience intellectuelle. Ils ont de très grands défauts. Bon, ils ont peut-être des qualités comme tous les êtres humains, mais ils ont surtout beaucoup de défauts intellectuels, émotionnels. Ils n'ont pas d'altruisme. C'est connu, les psychiatres des psychiatries du début du XXe siècle ont toutes fait état de ces 4 facteurs principaux chez tous les malades mentaux sans exception. Ils n'ont pas d'altruisme, pas de volonté, pas de faculté supérieure, active en tout cas, et pas d'altruisme. Il y a 4 facteurs. Pas d'altruisme, pas de volonté, pas de sens moral. Parce que pour exercer ces facultés, il faut une intégrité endocrinienne, une sorte d'équilibre subtil des endocrines, notamment la glande génitale dont on avait déjà parlé. Et chez le malade mental, il n'y a pas cela. Ce qui fait que leur âme est comme prisonnière d'un corps qui ne peut plus être l'instrument si magnifique, si harmonieux et adéquat à ces opérations mentales. Le malade mental ne peut plus. Il est dans l'impossibilité. On appelle ça maladie mentale. Mais on devrait dire autre chose. On devrait dire déséquilibre endocrinien profond, enfin tout ce qu'on veut, mais ça ne veut rien dire maladie mentale. Il n'y a pas de maladie de l'esprit. C'est une façon de s'exprimer. Un trouble mental, c'est un trouble du corps. C'est un trouble de l'équilibre glandulaire profond, et l'esprit ne peut plus. Se servir du corps pour exercer ce pourquoi il est fait. Oui, et l'esprit donc ne peut plus exercer ses facultés rationnelles, notamment par exemple. Il y a des exceptions, hein. Il y a les paranoïaques sont encore capables de raisonner, mais en dehors du réel, parce que les malades mentaux se caractérisent par l'absence du sens du réel. Et ça vient d'une certaine glande génitale, on en a déjà parlé, peut-être qu'on en reparlera. Par conséquent, voilà que l'esprit s'exprime par le corps, il n'y a rien à faire, mais pas par le cerveau. C'est ça la difficulté. Alors, à partir de quel moment, puisque entre l'esprit et le corps, les deux sont intimement liés, via les glandes endocrines, comme si c'était des serrures. Je pourrais les comparer à des serrures. Et dès le moment où la clé que j'y mets, et la clé, elle, est fournie par l'esprit, et que cette clé est l'exacte empreinte de la serrure qui lui correspond, on peut ouvrir les portes, et il y a donc pour moi cet équilibre. Je peux ouvrir les portes et les fermer à volonté. Je peux exercer ma liberté, je peux exercer mon esprit critique et toutes mes facultés supérieures. On peut dire ça. Alors, dès le moment où, justement, je mets dans la serrure la mauvaise clé, donc on va dire un mauvais choix. Mais alors, qu'est-ce qu'un mauvais choix ? Finalement, qu'est-ce qui crée ce déséquilibre ? Voilà. Oui, parce que je n'ai pas fini de répondre effectivement à votre question tout à l'heure. En fait, au début, c'est l'éducation qui va faire qu'un enfant va se maintenir en équilibre glandulaire. Pourquoi ? Parce que l'être humain est ainsi fait, mais on est un peu loin des neurosciences ici, ça j'en conviens, et de la psychologie classique probablement aussi. Un enfant est ainsi fait qu'il doit être dirigé vers des critères qui assurent un équilibre possible. La preuve, c'est que dire à un enfant « fais le bien », on lui montre en général, on ne lui dit pas comme ça, mais « et évite le mal », c'est universel. Et c'est ce en quoi consiste l'éducation. De faire le bien, c'est-à-dire de lui donner des bonnes manières, de demander pardon s'il a fait une bêtise, d'obéir à son papa, sa maman, de faire son devoir, de ne pas tout casser, de respecter ses objets environnementaux, etc. Savoir vivre en société. Voilà, mais ça, c'est un bien. C'est peut-être pas le bien, mais qu'est-ce que c'est que le bien ? Mais ça fait rien. C'est une manière d'indiquer aux enfants qu'il faut se comporter avec une certaine harmonie, etc. Mais si ça ne se fait pas, si on n'éduque pas un enfant, si on ne lui inculque pas ces données, eh bien, il va avoir un déficit d'éducation. Et il va avoir tendance à ne pas être dirigé, ne pas avoir été formé, ne pas avoir constitué, on appelle ça un habitus ou un acquis mental, une sorte de mémoire du bien, et il ne l'aura pas eu, et il va être paumé, si on peut dire, il va être perdu quand il faudra être autonome pour se diriger, il n'aura pas les cadres mentaux suffisants que donne l'éducation, tout simplement. Par conséquent, c'est l'éducation au départ, le formatage, j'allais presque dire, d'un enfant pour qu'il se dirige vers un certain bien, qu'il en ait conscience, qu'il répète après les actes bons qu'on lui a inculqués pour que lui-même se transforme et s'équilibre personnellement. Parce qu'au début, c'est un peu un dressage, hein, à très très jeune, un enfant. L'éducation vient juste après pour que l'enfant rentre dans des cadres
que nous-mêmes avons. Alors, c'est très critiqué, Oui, ça. non, mais j'entends bien parce que à travers les cadres, alors on essaye de s'exprimer avec des mots qui sont assez Ouais. réducteurs, mais moi, ce que j'entends derrière, ce que vous êtes en train de dire, faire en sorte que l'enfant ait conscience de lui et des autres, prendre conscience du respect des Ça. autres, être un être sociable, puisque nous vivons en communauté, ou en tout cas avec nos contemporains à l'heure actuelle, nous sommes obligés, quelque part, de vivre avec l'autre, et d'ailleurs, nous le recherchons, cette proximité d'avec l'autre. Si nous l'avons pas, il y a un très bon film d'ailleurs qui avait été fait d'un homme qui se retrouvait seul sur une île, et de voir à quel point on peut devenir fou en étant seul avec soi-même. Donc, être un être sociable, doué d'empathie, et pouvoir pour le jeu peut-être, se dissocier des autres, prendre en considération l'autre. Et dès le moment où cela ne se fait pas, de par justement les acquis culturels, social, familial, eh bien, il y aura, de ce que j'entends de vos propos, petit à petit, comme un compte-gouttes qui vient remplir un vase, et à un moment donné, il y a, c'est la goutte de trop, ça déborde, et va susciter, en tout cas dans notre corps, la petite goutte de trop qui va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus un déséquilibre qui va s'installer. Et là, pour le coup, le corps ne peut plus répondre à l'exigence de ses facultés intellectuelles de pouvoir exercer ce libre arbitre, parce qu'il a été déjà déficient à la base. Et c'est tout un processus, c'est très long. Donc en fait, on en revient, et là, j'imagine que c'est le rôle du psychologue que vous êtes, de voir à quel point nous sommes déterminés en fonction de notre enfance. Alors, pour faire de l'endocrinopsychologie, on va peut-être quitter les grandes idées descriptives dont on parle l'instant même, c'est intéressant, mais il faut comprendre comment ça fonctionne en fait. C'est ça l'endocrinopsychologie. Sinon, on va être toujours, comme les psychologues le font, hein, dans le discours, dans la description, des attitudes. Il faut savoir à quoi correspond une attitude. Je crois que c'est intéressant pour les auditeurs. Le Dr Gautier a montré que nous sommes en équilibre glandulaire potentiel. Cet équilibre, on le formate par l'éducation, je viens de le dire. Ensuite, l'enfant va essayer de le reproduire et il va être suffisamment mature et autonome pour lui-même se conduire correctement dans la vie, pour avoir les choix le meilleur, car les choix les meilleurs pour lui vont pouvoir équilibrer son corps, car le corps est vraiment un instrument qui est sous la dépendance de l'esprit, encore une fois. C'est pas le corps qui doit dominer, c'est l'esprit. L'esprit domine parce qu'il est libre. C'est l'esprit qui dirige. On ne verrait pas comment un aveugle pourrait diriger quelqu'un qui voit. C'est l'inverse. Or, le corps, il est vassal. Il est dépendant à la condition que notre esprit fasse du corps un instrument adéquat et harmonieux. Sinon, et c'est un peu la question de tout à l'heure, sinon le corps va se déséquilibrer. Et alors on va souffrir. Car le libre arbitre va s'émietter, la liberté va se perdre peu à peu et on va être enchaîné au corps. Le corps n'est pas fait pour nous diriger, il est fait pour nous servir. C'est l'esprit qui est fait pour nous diriger. Alors, il y a une autre question que je voyais dans votre intervention, mais je l'ai un peu oubliée. Nous sommes des êtres capables du meilleur à la condition que le corps ne nous enchaîne pas. Et les délinquants, par exemple, sont des personnes qui sont enchaînées, en fait. Elles sont enchaînées à leurs passions, à leurs maux, et évidemment, le mal se fait aussi à l'endroit des autres, à eux-mêmes d'abord, mais à l'endroit des autres. Donc, l'altruisme, c'est quand même une valeur sûre, mais l'altruisme correspond à un équilibre glandulaire. On en a parlé. L'auteur Gautier disait que si la thyroïde est la glande de l'émotion et de la sensibilité, et donc de l'adaptation, l'hypophyse la glande de l'intelligence rationnelle, les surrénales la glande du sens pratique, concret, matériel, qui vient un peu contrer les tendances éthérées et imaginatives de la thyroïde. Donc il faut un équilibre, et il faut donc qu'un enfant ou un adulte, peu importe, ne soit pas trop en dehors de ses pompes, qu'il soit réaliste. Et la surrénale nous aide à rester en équilibre. Et enfin la génitale, et la grande endocrine, extraordinaire endocrine, mais inconnue bien entendu, puisque on considère officiellement depuis tellement longtemps que la génitale est la glande de la sexualité, ce qui n'est absolument pas vrai. On n'aurait pas dû l'appeler génitale, on aurait dû l'appeler autrement. Je m'amusais à penser qu'on aurait pu l'appeler l'équilibrine, ou autre chose, parce qu'elle glande de l'équilibre. On l'appelait la glande génitale parce qu'elle se situait dans la glande génitale,
dans le testicule ou dans l'ovaire. Et comme on voyait bien que dans chacune de ces glandes, il y a la partie reproductrice qui émet les gamètes, on a dit la glande endocrine qui est à côté, là, elle a un rôle génital. Et non, c'est un rôle antigénital, dit le docteur Jean Gauthier. C'est une découverte sensationnelle, bien entendu. Alors, là, je pérore à la radio, mais je suis tout seul au monde. Ça fait drôle, mais c'est comme ça. Dans les livres, c'est marqué quand même. Mais donc, en glande antigénitale, la preuve, c'est qu'un animal en état de rut a la glande génitale endocrine atrophiée. Et en état de repos sexuel, et tout ça c'est vu au microscope, il y a déjà assez longtemps qu'on a vu ces expériences, en état de repos sexuel, la génitale endocrine est hypertrophiée. Par conséquent, la génitale là montre bien son rôle antisexuel. Quand elle est hypertrophiée, alors que c'est le repos sexuel, c'est-à-dire absence totale de sexualité chez l'animal. Et alors chez l'homme, le problème c'est, il y a une analogie complète chez l'homme, bien sûr, mais comme on est libre, on ne peut pas dépendre des glandes. Et c'est un problème qu'a soulevé le docteur Gauthier à l'époque, lorsqu'il approchait ces questions avec précision, si on peut dire précision dans ce domaine. Il s'est rendu compte, en fait, qu'on ne peut pas dépendre d'une glande comme l'animal dépend de sa génitale interstitielle, parce que c'est celle qui est dans les interstices des canaux séminifères chez le mâle. On ne peut pas dépendre, parce que si on est comme l'animal, on n'est plus libre. Oui, on n'a pas de rut. On n'a pas de rut. Par conséquent, chez l'homme, chez l'être humain, la génitale a un rôle merveilleux de contrôle de nous-mêmes. Parce que c'est en fait l'âme humaine, l'âme libre, l'esprit humain, qui opère, je l'ai dit tout à l'heure, qui opère ces facultés supérieures. Mais le contrôle de nous-mêmes, c'est une sorte de faculté supérieure, puisque c'est la volonté. Le contrôle de nous-mêmes. Eh bien, le contrôle de nous-mêmes est possible chez nous, pas chez l'animal. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a que des instincts automatiques. Nous avons un contrôle parce que nous sommes libres. Et ce contrôle, de façon analogue, totalement analogue à l'animal, s'opère par le biais de la glande génitale interstitielle. Autrement dit, la génitale interstitielle, loin de nous déterminer, elle est le support même de la liberté, du libre arbitre. Parce que, étant à l'origine de l'équilibre endocrinien, tel le pivot d'une balance de Roberval, elle va permettre l'équilibre de la balance. Et la génitale va permettre l'équilibre glandulaire. Ainsi, le corps, par cet équilibre endocrinien, loin de nous déterminer, va permettre l'exercice libre, l'exercice du libre arbitre, tout simplement. Est-ce qu'on vous a déjà fait la réflexion, comme c'est très intéressant de constater, enfin je le constate tout simplement, puisque nous abordons à certaines occasions, lors de cette émission, les corps énergétiques de l'être humain. On peut parler, d'après, on va dire, certaines sciences qui nous viennent d'Orient, des centres énergétiques, des vortex énergétiques que sont les chakras, et de constater que donc ces chakras principaux, en tout cas ces vortex énergétiques, se situent le long de la colonne vertébrale. Et comme de bien entendu, là on parle de glandes endocrines qui sont maîtresses pour donner cet équilibre au corps. Et comme par hasard, on note qu'elles sont sur tout du long, en tout cas de la colonne vertébrale, qui elle représente justement l'axe de cette fameuse balance dont vous nous parlez. Et puis, de surcroît, on prend l'hypophyse, qui se situe au niveau du cerveau, là aussi qui pourrait correspondre au troisième œil. On a aussi la thyroïde, qui correspond à un autre chakra. On a aussi les surrénales, pareil. Et la glande génitale interstitielle, qu'on pourrait donc comparer au chakra racine, pour le coup, qui a une extrême importance, puisqu'on dit que la Kundalini est levée à la base de ce chakra-là. Et vous nous parlez des glandes génitales interstitielles comme étant celles qui nous permettent de donner cet équilibre de notre corps et de toutes les glandes endocrines, et de pouvoir, je dirais, contrôler. C'est la glande génitale interstitielle contrôle toutes les autres glandes. Est-ce que vous y voyez des similitudes? Est-ce que ça vous interpelle quelque part ou pas? Alors, il y a des rapports incontestables entre la science justement orientale, un peu ésotérique, qui a été développée surtout pour contrer cet hyper-cartésianisme scientifique en Europe et en Occident. C'est vrai, je ne suis pas très compétent dans les rapports, les analogies qu'on peut faire entre l'une et l'autre. Il est vrai qu'il y a des conjonctions étonnantes. Les chakras sont des centres d'énergie qui correspondent aux glandes endocrines incontestablement. Simplement, il y en a un peu plus que de nombre des glandes principales.
je ne peux pas faire au-delà de cette appréciation de rapport plus lointain. Je ne connais pas assez, mais on peut effectivement le dire. C'est étonnant, notamment la Kundalini en question. Je crois qu'il y a une sorte de contrôle de la sexualité dans ce phénomène, n'est-ce pas? Ça correspond à la glande interstitielle. Hein, contrôle de l'énergie sexuelle. Oui, c'est ça. Voilà, tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, dès le moment où il y a ce déséquilibre, qui s'est fait déjà d'une part par l'esprit, par nos choix qui ont été, on va dire, mal avisés, mais les choix par rapport à quoi? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, moi ce que j'entendrais, c'est que on est là pour, quelque part, aller dans un certain sens. Et quand je dis aller dans un certain sens, j'entends le sens qui nous épanouit le plus. Seulement nos choix, au jour d'aujourd'hui, c'est là où s'exprime le libre arbitre, c'est soit d'aller dans le sens de celui qui me parle, moi, personnellement, ou alors aller dans le sens de ce que souhaite la société pour moi, de ce que souhaitent mes parents pour moi. Et dans ce cas-là, est-ce que j'exerce réellement ma propre liberté ou est-ce que j'exerce la liberté de quelqu'un d'autre? C'est très intéressant. Et c'est à partir de là, peut-être, où il y a un déséquilibre qui s'opère via les glandes endocrines dans le corps et en même temps par la psyché, parce que les deux sont intimement liés. Dès le moment où je suis ce qu'on appelle en état de dépression, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau des glandes endocrines? Oui. Alors, je réponds alors à la question. La dépression, c'est quoi? C'est évidemment une cause externe qui est à l'origine de la dépression. Je dis ainsi que c'est une maladie de l'âme et non pas du corps. La dépression, j'en ai fait un article autrefois, on ne peut pas considérer que la dépression c'est une maladie. C'est une, entre guillemets, c'est un état. L'état dépressif est un état de prostration, de terrible souffrance morale, où l'humeur est complètement abasourdie dans les chaussettes, mais en raison du fait que nous sommes des êtres adaptatifs, c'est en raison d'une rupture d'adaptation que la dépression est survenue. La dépression a une cause externe, par exemple un deuil. Par exemple, un excès de drogue à long terme, la thyroïde se fatigue. Il faut rentrer dans les glandes pour bien comprendre. À ce moment-là, il y a une perte de vitalité, puisque la thyroïde est la glande de la vitalité. Si on l'use par les excès, de tous ordres d'ailleurs, la thyroïde va commencer de se fatiguer, de souffrir, des nodules, enfin des dysfonctionnements cellulaires organiques thyroïdiens, peuvent survenir des goitres, etc. Des réactions émotionnelles très importantes dans le bas-dos, ou l'inverse, dans la maladie d'Hashimoto, il y a des fatigues qui se sont installées, dont on dit à tort d'ailleurs qu'il s'agit d'hypofonction thyroïdienne. Non, il s'agit simplement de fatigue thyroïdienne. Parce que si on dit que vraiment c'est une hypofonction, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, quelle est la différence alors avec une hypothyroïdie congénitale, où là il y a vraiment un manque radical de thyroxine, d'hormones thyroïdiennes? C'était le cas du docteur Jean Gauthier. Cette hypothyroïdie conduit à une absence presque radicale de l'émotion, de l'adaptation et de la sensibilité, je l'ai dit. Mais une personne atteinte de maladie d'Hashimoto, dont on dit que c'est de l'hypothyroïdie, parce qu'au laboratoire on a constaté qu'elle est en dessous des normes statistiques du taux hormonal, ce qui est relatif tout ça. Eh bien, on constate que ces gens sont hyper émotifs, sont très fatigués, d'accord, mais ça vient de la fatigue thyroïdienne. Mais c'est l'émotion qui fait problème. Car si vraiment il y avait hypothyroïdie, il n'y aurait pas de capacité d'émotion réactionnelle. Or, ce n'est pas le cas. Et je dirais même que souvent, ils sont encore plus émotionnels que la plupart des personnes. Ça dépend des personnes. Alors, il faut revoir ces concepts. Il faut revoir. La thyroïde est capable de se fatiguer par la vie qu'on mène. Les soucis, les préoccupations, le travail, l'affectivité, toutes sortes de choses. Et alors, comme elle est la glande de l'adaptation, de la sensibilité et de l'émotion, c'est elle qui, au premier chef, se fatigue. C'est elle qui nous fait vivre aussi, car c'est la glande de la vie, disait le docteur Gauthier. C'est elle qui va nous faire souffrir. C'est elle qui va déprimer, en fait. Et elle va donner au corps une humeur extrêmement basse, puisque l'humeur est générée par la thyroïde, glande de l'humeur. La gaieté, c'est l'hyperthyroïdie, la tristesse, c'est l'hypothyroïdie, très schématiquement parlant. Donc la thyroïde va accuser le coup en étant dépressive, donc donne la dépression nerveuse, on ne sait pas ce que c'est que la dépression officiellement, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on constate, on regarde l'état glandulaire d'un déprimé,
on ne fait pas ces analyses. Mais en tout cas, sinon, de glandulaire du moins clinique, c'est la fatigue, c'est la tristesse terrible, c'est le désespoir, c'est l'envie de rien faire, c'est la peine morale. C'est vraiment terrible. Les symptômes d'une hypothyroïdie. C'est l'hypothyroïdie, mais avec une cause externe qui a atteint l'âme, qui petit à petit a fait que nos tensions vers ce bien, vers cet espoir, vers cet enthousiasme que nous devons cultiver, fait que la thyroïde, qui est, comme toutes les glandes d'ailleurs, qui est le fidèle vassal ou le fidèle miroir de ce qu'est l'âme, puisque le corps est l'instrument de l'âme. Si l'âme dégénère, enfin entre guillemets, si l'âme n'a plus d'espoir de vivre, si l'âme souffre, si l'âme ne fait pas les bons choix pour garder cet équilibre, eh bien les glandes vont se déséquilibrer. Et la dépression est la conséquence naturelle d'une vie qui est remplie d'accros psychologiques, voilà, comme je viens de le dire. C'est ça l'origine de la dépression. D'accord, donc j'entends que par rapport à la question et la manière dont je voulais formuler, par rapport au choix, finalement, de ce que j'entendrais de vos propos, c'est que il y a la dépression et donc un déséquilibre via les glandes endocrines qui s'opère dès le moment où je vais à l'encontre de ce qui m'épanouit, dès le moment où je vais à l'encontre de ce qui me rend heureux. Parce que dès le moment où l'âme a l'occasion de s'épanouir, le corps lui suit et maintient cet équilibre. Donc si je fais des choix qui ne sont pas non les miens, mais ceux de la société, ceux de mes parents, ceux de ma culture, que sais-je, mais qui ne me correspondent pas, je vais à l'encontre. Intérieurement, c'est comme si j'allais contre ce que mon âme souhaite. Oui, si vous voulez, c'est ça. Simplement, il faut quand même ajouter une chose. C'est complexe, c'est un petit peu subtil quand même, et tout le monde ne peut ne pas être d'accord avec les propos que je tiens à remarquer. C'est que nous avons en nous quand même ce qu'il faut en principe pour découvrir et comment ce qu'il nous faut. Mais comment? Eh bien, par la conscience morale, nous avons une lumière intérieure, on ne peut pas le nier. Alors ceux qui nient cela, évidemment, ne vont pas être d'accord et ils vont avoir un autre discours. Mais nous avons un ordre en nous. Il est corporel d'abord. Mais c'est l'esprit qui dirige alors cet ordre intérieur. Il est donc spirituel, d'abord. Et le corps est, comment dire, le miroir, encore une fois, en capacité d'être harmonieux, si l'âme fait ce qu'il faut pour. Le corps nous montre donc une harmonie potentielle, et son contraire aussi, malheureusement, pour faire que nous maintenons le cap de ce bien dont il faut essayer de trouver quand même où il se trouve au mieux, parce que le problème qui était en filigrane dans ce petit développement à l'instant, c'est qu'il y a des gens qui disent « moi je m'épanouis dans la luxure », par exemple. Excusez-moi, je dis ça. Voilà, moi je suis dans un club échangiste, c'est génial, etc. Bon, je prends des cas extrêmes, excusez-moi. Mais qui ne comprend pas que ce genre de choix est désastreux? Mais selon quels critères je puis affirmer que c'est désastreux? C'est là qu'on peut objecter, que certains pourront objecter. Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de critères vraiment intellectuels. Il y a une recherche philosophique, de réflexion, d'accord, mais a priori, et c'est un retour subjectif qu'il va falloir faire. En principe, c'est objectif, mais je vais dire subjectif quand même. Celui qui fait ça, qu'il s'interroge dans sa conscience. Il verra que la petite lumière intérieure lui dira que c'est mal. Celui qui ne s'interroge pas dans sa conscience, avec tout ce que ça comporte, parce que je ne vais pas insister, va voir que ma foi, ça m'épanouit, c'est passionnant, etc. Et à un moment, il va penser que c'est un bien. Mais comme c'est un faux bien, il va se passer très peu de temps probablement avant qu'il ne se rende compte qu'il fait fausse route, parce que le corps ne peut pas s'accorder à des choix mauvais. Le corps, c'est le réalisme par excellence. Il n'y a pas de discours subjectif, c'est un équilibre à garder, et c'est l'âme qui le promeut, cet équilibre. Si les choix sont mauvais, le corps va l'indiquer bientôt.
Voilà un peu comment je fais ce discours. Oui, d'ailleurs, par rapport au bien et au mal, on en revient encore une fois à cette idée de... Vous avez parlé par exemple de l'échangisme ou de la luxure. Et moi, je reviens à cette idée de l'ego. Vous en avez parlé au tout début. Et dès le moment, il y a peut-être une distinction à faire entre ce qui pour moi devient une drogue, et n'importe quoi peut être une drogue, hein, à savoir une dépendance à. Et dans ce cas-là, s'il y a une dépendance, est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis dépendant de mon compagnon? Est-ce que je suis dépendant de la nourriture? Est-ce que je suis dépendant du ski? Ou qu'importe, dès le moment où il y a dépendance. Donc un excès de toute chose. C'est dans ce sens-là que je vois la situation entre le bien et le mal. Finalement, le bien et le mal, peut-être le bien, si bien il pouvait y avoir, c'est de n'être dépendant de rien. Ce qui nous accorde cette liberté, parce que dès le moment où on est attaché à une chose, est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre d'exercer réellement notre libre arbitre, comme on le disait tout à l'heure? C'est le problème des passions. Hein. Dans mon livre sur la psychiatrie, il y a tout un problème des passions. On est libre. Vous disiez, est-ce que le fait d'être attaché à quelque chose, ça ne nous enlève pas tout un pan de liberté? Mais oui et non. Oui, si cet attachement est délétère et s'il ne nous épanouit pas, ou si ce n'est que de façon très temporelle, très temporaire, je veux dire. Mais c'est un mal, c'est un faux épanouissement, je disais. Mais cet attachement, si c'est aux valeurs d'épanouissement, c'est pas un attachement du même ordre que l'attachement au mal, ou l'attachement à des choses délétères. Donnez-moi un exemple, une valeur d'attachement à l'épanouissement. Eh bien, quelqu'un qui est attaché à cultiver, à développer sa volonté en se levant toujours à une heure suffisamment matinale pour faire le travail qu'il a envie de faire, mais en général, il n'a pas trop envie, il est fatigué, un peu fatigué. Celui qui sait, on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Appliquons cette règle et on constatera, moi je l'ai constaté 100 fois, que quand on se lève tôt, l'été par exemple, on se lève assez tôt, peu importe, mais on est bien dans la journée, c'est comme ça, c'est un dicton, c'est une observation. Celui qui se lève à 11h du matin, il perd des forces, parce que le jour a commencé depuis longtemps, il arrive, il déjeune à 11h30, il a plus faim à 1h, il déséquilibre sa vie. Bon, chacun fait comme il veut, mais c'est un exemple. Alors, les attachements aux valeurs, l'attachement à essayer d'épanouir son intelligence en allant voir des bons films, par exemple, au lieu d'aller voir des choses où la curiosité est excitée, en allant voir un film pornographique par exemple, c'est une catastrophe. Essayez de voir des choses qui vous épanouissent, un bon concert, c'est un attachement aux choses qui sont à la fois des distractions, mais aussi quelque chose dont on sait qu'on va en retirer un fruit d'harmonie. Un bon concert, un beau film, vous voyez, ça fait rêver aussi, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, je ne le vois pas comme étant un attachement, mais après... Ah oui, un attachement. Oui, alors je comprends. J'entends dépendance. Oui, c'est pas un attachement. J'entends dépendance. Si le fait de vous lever le matin vous épanouit, oui, et que vous ne vous levez pas à un moment donné à l'heure habituelle, mais que vous n'en souffrez pas intérieurement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attachement. Vous pouvez très bien vous donner des valeurs de vie qui vous servent, mais si vous y manquez, ne pas vous flageller parce que vous y avez manqué. Oui, d'accord, oui. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'attachement. Enfin, c'est comme ça, dans ce sens-là que je l'entendais. Et nous abordons déjà la deuxième page promotionnelle. Avec nous aujourd'hui, Jean Duchazot, créateur de cette pratique, l'endocrinopsychologie. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone que voici, le 01 47 63 16 30, 01 47 63 16 30. Le site internet où vous retrouvez bon nombre d'informations, endocrino-psychologie.org, endocrino comme cela s'entend, la touche 6 de votre clavier, psychologie.org. Vous pouvez notamment trouver différents livres que Jean Duchazot a pu écrire. Ces glandes qui nous gouvernent, nous avons aussi Le sommeil perdu et retrouvé, L'origine glandulaire du sommeil, Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines que j'ai lu et que je vous recommande vivement. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment une très très bonne synthèse ce livre. Le sommeil et les rêves ont-ils livré leurs secrets? Il y a aussi Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité, Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique, et enfin le dernier livre qui est paru, L'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie.
Alors Jean Duchazot, puisqu'on a pu voir les liens qu'il y a entre l'esprit et le corps, via les glandes endocrines et les choix, et finalement le corps qui est, j'allais dire, soumis à l'état d'esprit, à notre âme. On a parlé d'esprit et d'âme tout à l'heure, en faisant peut-être des amalgames, mais pour simplifier en tout cas les propos. Voilà, dès le moment où l'esprit peut exercer des choix qui lui sont profitables pour son épanouissement, ça maintient les glandes endocrines en équilibre. Et dès le moment où on cultive petit à petit des choix qui nous sont néfastes, eh bien cela, au fil du temps, va générer un déséquilibre au niveau glandulaire, via ces glandes endocrines. Et une fois que la machine, je dirais, un peu capoute, pour la redémarrer, pas facile. Parce que là, comment exercer son libre arbitre? Comment remonter la pente dès le moment où le corps, lui, de toute façon, dans sa conception biochimique, ne fait plus ce qu'on souhaiterait faire. D'où la dépression, c'est ce dont on a parlé. Maintenant, l'endocrinopsychologie, vous allez expliquer comment, justement, vous allez créer une manière de rééquilibrer, on va dire, la machine, et par là même, justement, pouvoir exercer notre libre arbitre. Mais l'endocrinopsychologie ne s'applique pas uniquement à la dépression. On va pouvoir le voir suite à votre réponse. Oui, effectivement. L'intérêt de tout cela, c'est que le discours, c'est une chose, mais la possibilité d'aider les personnes à se rééquilibrer glandulairement, c'est assez génial. C'est ainsi que le docteur Gautier avait mis au point cette méthode avant la guerre, il y a très longtemps, dans les années 30, qui consistait en l'application de ces fameux champs électromagnétiques de D'Arsonval, on appelle ça la D'Arsonvalisation, et qui avait ce pouvoir très très remarquable d'équilibrer toutes les glandes endocrines. Pour préciser cette action glandulaire, il disait que ça reproduisait le mécanisme même de la puberté. Il disait que c'était une puberté artificielle. La puberté artificielle, la puberté, qu'est-ce que c'est? C'est la stimulation de l'hypophyse thyroïde surrénale, et les trois viennent stimuler la glande génitale. Eh bien, on constate qu'avec cette action électromagnétique de régulation endocrinienne, il y a une stimulation génitale interstitielle. Très très étonnant, avec souvent, pas toujours, un ressenti au niveau des glandes génitales. Il y a vraiment une activation génitale. Et quand on sait ce qu'est la génitale, c'est-à-dire la glande de l'équilibre endocrinien, la glande de la volonté du contrôle de nous-mêmes, on n'est pas étonné après d'avoir des résultats qui vont dans ce sens du contrôle de nous-mêmes. C'est assez étonnant à découvrir. Donc, Gautier a mis au point cette méthode autrefois. Alors, comment cela agit-il? Tout simplement parce que lorsqu'on soumet le corps à l'action électromagnétique par des plaques abdomino-dorsales, on oblige les glandes à réagir contre l'intrus. C'est comme une sorte de stress, si vous voulez, physiologique, cette action magnétique de quelques mégahertz. Et les glandes, voyons cet intrus, cette espèce de vibration dans le corps entier, vont être alertées et vont essayer de lutter contre pour garder les constantes physiologiques. C'est ça. Et ces glandes, par le fait même, se rééquilibrent les unes par rapport aux autres. Voilà, c'est tout simple. Voilà ce qu'on fait. Alors, c'est tellement intéressant que je pratique ça depuis maintenant 28 ans. Et on va commencer de le diffuser maintenant. Là, les machines nouvelles vont arriver, des petites machines qui ont un prix tout à fait modique et qui vont pouvoir assurer cet équilibrage chez tellement de personnes qui sont en perte de vitesse. Voilà, avec des petits paramètres qui sont nombreux parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait des réglages pour faire qu'il y ait un panel de possibilités selon les personnes, puisqu'on est tous différents. Voilà, alors cette méthode, c'est une méthode d'équilibrage glandulaire, tout simplement, par action énergétique de haute fréquence, avec une modulation de basse fréquence, sur notre corps, mais dans le corps, ce sont les glandes qui dirigent, enfin qui sont les premières à réagir, puisqu'elles sont les organes adaptatifs, ce sont les organes qui sont les premiers touchés par le stress extérieur, la thyroïde surtout, dès qu'il y a une chose extérieure, par exemple la température très froide, la thyroïde se met en hyperfonction relative, mais pour oxyder davantage le corps, et quand c'est une situation où au contraire la chaleur est très grande, eh bien c'est le contraire, la thyroïde se met un petit peu en hypofonction. Voilà pourquoi dans les pays très chauds, on est un peu paresseux, on a envie de faire la sieste, on n'aime pas remuer.
Au contraire, dans les pays froids, on est plus industrialisé, c'est très schématique, mais on est actif parce que le froid est un facteur d'hyperfonction adaptative de la thyroïde. Voilà des schémas, mais intéressants à considérer. Alors voilà, donc cette méthode qui est appelée à se répandre, simplement, ce n'est pas du commerce, parce qu'il faut que les personnes qui veulent se procurer ça soient déjà un peu formées, qu'elles sachent exactement ce qui est fait dans le corps. C'est pas, on ne vend pas des machines, on forme des personnes pour faire que l'équilibration se poursuive, à la fois de façon privée ou de façon professionnelle. Alors justement, dès le moment où il y a cet équilibrage glandulaire qui s'opère, qu'est-ce qui se passe au niveau de la psyché? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit? Eh bien, lorsque le corps, qui est l'instrument des opérations mentales, se règle, surtout par l'action génitale, qui est un véritable régulateur hormonal, eh bien, tout de suite, on peut ressentir rapidement ou un peu moins rapidement, ça dépend des personnes, mais assez rapidement, en quelques séances, on peut ressentir un bien-être, un mieux-être, parce que la génitale elle va régler, elle va surtout freiner une thyroïde en excès. Quelqu'un d'hyper émotif va pouvoir déjà constater que son émotivité se régule, ou bien quelqu'un qui a des idées farfelues, ou quelqu'un qui a un imaginaire très très développé, va constater que il aura une efficacité plus grande sur le plan intellectuel, ou une volonté plus importante, une attention plus soutenue, un esprit de synthèse, un pouvoir de rédaction plus important, ça dépend à qui on a affaire. Vraiment, nous avons une action psychologique et intellectuelle. Je dirais qu'elle est même plus intéressante que l'action physique. L'action physique existe, mais ce n'est pas celle que je mets en premier. Des personnes, par exemple, qui sont chroniquement constipées, eh bien, il arrive que c'est arrivé, mais enfin, c'est pas, ça dépend des personnes. En tout cas, qu'on jugule la constipation. Et il y a des personnes qui ont eu un arrêt de la constipation en 1 ou 2 séances. Ça arrive, ça dépend des gens, ça dépend de la réceptivité des personnes. Mais on peut régler des choses. Le taux de sucre peut se réguler très très vite. Le taux de cholestérol aussi. J'ai des cas. Mais ça, c'est l'aspect médical. Je ne suis pas dans la médecine. C'est une méthode d'équilibre humain. Ce n'est pas une méthode médicale. Ce n'est pas une méthode pour soigner les gens. Je ne soigne personne. J'équilibre les gens. Voilà, ça c'est intéressant. Bon, évidemment, faire la ligne de démarcation n'est pas évidente. Mais le but premier, c'est l'équilibre. Mais surtout psychologique et intellectuel. 08 92 23 95 20, le standard est ouvert, vos appels, vos questions, agent du Chazot, 08 92 23 95 20. Alors il est intéressant justement de voir à quel point le corps est lié à l'esprit. Lorsque j'ai pu lire Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, vous mettez bon nombre de témoignages de personnes, notamment je m'en souviens d'un qui m'a énormément marqué, une personne qui était venue vous voir et cette dernière était extrêmement timide. Elle travaillait à l'époque, en tout cas, dans une entreprise, une société. Elle avait de surcroît apparemment des responsabilités assez importantes puisqu'elle assistait à des réunions avec le PDG qui était présente. Et bon, pour une personne timide, même si elle est compétente dans ses qualifications, il n'en reste pas moins que prendre la parole, c'est pas rien. Et puis pouvoir assumer, avoir confiance en soi, voilà. Et en l'espace de, je crois, de 3 séances, cette personne-là a été transformée radicalement. Et elle-même s'étonnait qu'elle prenne la parole devant son patron, etc. Donc, même le déterminisme que l'on peut voir, quelqu'un qui a toujours été apparemment dans ce déséquilibre léger, certes, mais qui avait cette fonction sur l'esprit d'être timide, eh bien, se voyait avoir confiance en elle. Exactement. Donc, c'est un petit peu... 3 séances, c'est un peu beaucoup, parce qu'elle a fait beaucoup plus de séances que ça. Il faut une 20aine de séances ou une 30aine. Mais peu importe, c'est remarquable, c'est vrai. Je me souviens très bien de ce cas. Et c'est arrivé d'autres fois, bien entendu. Nous arrivons à une adaptation telle que les personnes se trouvent en capacité d'augmenter leur performance. Et j'ai récemment encore eu une personne qui m'a dit des choses semblables. Tout d'un coup, je me mets à parler avec mon commensal, alors que je suis hyper timide, j'ose pas. Là, je me mets à parler. Autrement dit, il y a une personnalisation, il y a une activité, une personnalité qui se développe. C'est par le biais de la volonté. Il y a des gens qui me disent, c'est assez souvent, ce qui est curieux dans les séances que je fais, c'est que je me mets à ranger chez moi alors que je suis vraiment extrêmement en désordre. Je me mets à ranger, je suis étonné, ça c'est vraiment incroyable. Mais c'est un effet de la volonté qui s'améliore. Mais j'ai eu plusieurs fois le cas.
C'est étonnant. Et puis, bon, les cas que j'ai cités, j'en ai des centaines, enfin, Oui, il y en a j'en ai beaucoup, mais je cherche à en avoir d'autres parce que je prépare un livre sur la méthode et je vais truffer mon texte de témoignages. Je fais une synthèse générale de toute l'endocrinopsycho. Je pense que ce livre paraîtra l'année prochaine. 08 92 23 95 20, nous accueillons Simon. Simon, bonsoir. Bonsoir, voilà, Bonsoir. je voulais simplement vous apporter un témoignage concernant l'hypothyroïdie. En 92, j'ai vécu pendant 10 ans avec un chien, une amitié extraordinaire, une fusion fantastique. Et puis, quand ce chien est mort, j'avais été complètement effondré. Et sur le coup, j'étais asthmatique, l'asthme est parti, mais ça a provoqué, le choc avait provoqué des problèmes dans les glandes thyroïdiennes. Tout à fait. Voilà, je suis allé voir ma doctorinaire, c'est le docteur, une femme qui soignait le chien et moi, Oui, c'est ça. donc elle est devenue notre doctorinaire. Elle m'a pris tout de suite en main, elle a essayé de soigner, petit à petit, mais seulement si je ne me ressaisissais pas, parce que grâce à ce chien, je suis devenu auteur, compositeur et écrivain à travers une guitare trouvée, et donc moi je n'avais plus rien, la musique plus rien ne m'intéressait, je m'effondrais carrément, je m'enfonçais vraiment dans le sol, la vie ne m'intéressait plus, j'ai eu la chance de le faire incinérer, puis un jour j'ai pris ses cendres, j'ai mis au sol, je pleurais toutes les larmes de mon corps, d'un seul coup je me suis vu monter, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me voyais pleurer. Quand je suis descendu, une voix me disait au fond de moi, tu n'as pas le temps de mourir, il faut te battre pour réussir. Le lendemain, je me suis ressaisi, tous mes amis qui m'ont vu effondrer n'en revenaient pas. Alors je me suis recréé, comme je suis professeur de danse, j'ai travaillé sur l'aïkido taekwondo tout seul pendant une demi-heure, basé sur la danse africaine brésilienne, j'ai pris soin de mon corps, et ensuite, grâce à ça, grâce à la musique que je travaillais, je me suis mis à écrire, et petit à petit, je me suis remonté. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, je suis devenu producteur et éditeur. L'année prochaine ou cette année, tout va sortir pour dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur l'aspect physique, il faut prendre soin de son corps, aimer son corps, et en même temps faire un amalgame entre l'esprit et le corps, faire la fusion. Bravo monsieur de votre témoignage, hein, c'est Voilà. très intéressant effectivement. Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'esprit domine et que vous avez eu un collapsus émotionnel extraordinaire à cause de l'attachement à ce chien. Et la mort de ce chien vous a déprimé totalement et vous avez pu rebondir. Voilà, il est devenu l'élément catalyseur. Voilà, c'est ça. Parce que sur les 1500 photos, je vais sortir des livres, un projet de film, et je dis aux gens, il faut se battre, il faut croire, et puis aller au... Mais ce que vous avez dit, c'est merveilleux. Et si les gens écoutent, s'ils mettent en application ce que vous avez dit, on est tous sauvés, voilà. Bravo monsieur, merci. Au revoir monsieur, merci. Au revoir Simon, merci à vous. Au revoir. 08 92 23 95 20, François avec nous. François, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Duchâteau, Bonsoir, monsieur. Bonsoir Laurent, et mes félicitations pour votre émission et pour les émissions de la radio en général. Je vous téléphone parce que je suis curieux de savoir ce que vous pouvez me dire à propos de ma difficulté là. J'ai pas trouvé des échos. Dans le milieu médical, je n'ai pas arrivé à me faire entendre. Bon. Alors, je vais vous dire, voilà, j'ai souffert d'une compulsion sexuelle très longtemps, j'en souffre d'ailleurs toujours, à l'égard des jeunes garçons. Pas des enfants, j'ai fait de mal à personne, je vous dis tout de suite. Simplement, j'ai besoin de regarder, de voir, etc. Bon. Et j'ai, à partir d'un certain moment, à la suite de nombreux actes sexuels divers, j'ai souffert d'une grande perte de vitalité qui a fait que je ne pouvais plus qu'avoir 1 ou 2 rapports sexuels par an. Voilà. Alors je voulais savoir que dans ces cas, quand les batteries sont complètement mortes, comme ça, est-ce que ça se recharge? Bien Comment sûr. ça fonctionne? Bien sûr, monsieur. Écoutez, bien sûr, c'est intéressant. Simplement, c'est pas du huis clos, mais presque. Il faudrait que vous veniez me voir, de toute façon, pour qu'on puisse parler de cela. Il y a des choses à dire, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a des raisons de votre état. Elles sont à la fois psychologiques et glandulaires. Il faudrait pouvoir voir ça de près. Bon, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est certain. Il faut... Parce que la médecine dit que le sexe ne fatigue pas, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai, non, c'est pas possible. Je dis le contraire. Il faut lire mon livre sur la révélation. C'est un livre qui s'intitule Révélation. Qu'est-ce que j'ai dit? L'harmonie et les Voilà, l'harmonie et les dangers de la sexualité. J'ai entendu tout à l'heure. Voilà. Oui. Alors, ce livre vous expliquera plein de choses. La fatigue thyroïdienne, surtout, puisque ce qui est jouissance sexuelle ne provient que
je dis bien que de la thyroïde, et que la glande génitale reproductrice est, avec la thyroïde, les deux principales glandes de la sexualité, avec l'hypophyse et les surrénales derrière. Oui. Mais la génitale interstitielle, la génitale endocrine, est une glande antisexuelle, c'est la glande de la volonté. Oui. Et s'il y a abus sexuel, vous risquez, ça dépend, hein, chacun est différent, mais vous risquez une fatigue thyroïdienne assez conséquente et aussi une atténuation de la puissance endocrine de la glande génitale qui donne le self-control, la volonté, l'énergie morale. Et donc, voilà le problème. Il y a des explications, mais c'est réformable. Parce que ça a été jusqu'au point où je croyais perdre la vie, c'est-à-dire j'avais des mal de tête épouvantables, C'est etc. cela. Donc C'est ça. on peut perdre la vie Tout à finalement avec des excès qu'on considère. Tout à fait, monsieur, puisque vous savez que la glande de la vie, disait le docteur Gauthier, c'est la thyroïde. Dans une crise cardiaque, ça c'est un peu un scoop aujourd'hui, mais Gauthier m'avait dit cela il y a déjà plus de 50 ans. L'origine de la crise cardiaque, c'est l'arrêt de la thyroïde. Le cœur n'est qu'une pompe qui dépend. Elle n'est pas autonome, elle dépend. La thyroïde est autonome, relativement, mais autonome. Et lorsqu'il y a abus sexuel, il y a fatigue thyroïdienne. Et comme c'est la glande de la vie, s'il y a abus, vous risquez des problèmes vitaux. C'est ça. Voilà. Mais à titre personnel, vous ne condamnez pas l'homosexualité, si? Alors, l'homosexualité, j'en ai parlé dans un bouquin. L'homosexualité est une... Je ne suis pas contre les homosexuels, bien entendu, puisque je m'occupe de chacun, j'aide chacun. Mais l'homosexualité est un phénomène... Attention, ne pas être accusé d'homophobie maintenant, hein, attention. Oui. Évidemment. J'explique que l'homosexualité est un mécanisme qui n'est pas naturel, si vous voulez. Il est acquis. Et je l'explique par le fait que les glandes ne peuvent pas nous tromper. Je le disais tout à l'heure, sans savoir que vous me poseriez ces questions, les glandes sont des références objectives de nos fonctionnements, même psychologiques. La génitale, chez un homme ou chez une femme, peu importe, nous fait être attirés complémentairement par le sexe opposé. C'est comme ça, personne n'y pourra rien contre, sauf ceux qui ont pu abîmer, atténuer la fonction génitale endocrine par certains excès sexuels, notamment sous forme d'auto-érotisme, qui est beaucoup plus grave que les excès sexuels normaux, pour des raisons que je n'explique pas ici parce qu'on ne s'en tirerait pas. Et alors, cette atrophie génitale va pouvoir... J'ai perdu mon fil à l'instant même quand j'ai fait mon incise, alors c'est dommage. Mais disons que l'homosexualité, c'est ça, nous fait être attirés, je veux dire, la génitale, nous fait être attirés par le sexe opposé. Ça, c'est incontournable. Si ce n'est pas le cas. Mais quand ça se manifeste très tôt, vous voyez, chez les enfants, par Oui, exemple, je sais. vers Mais attendez, 10 ans, 11 ans. alors là, il y a une chose à dire. Des personnes m'ont objecté la chose suivante. Moi, monsieur, je suis homosexuel depuis l'origine. À 3 ans, j'étais attiré par les petits garçons. L'objection que je fais, c'est la suivante. Maintenant je suis prêt à discuter, évidemment, mais c'est qu'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, dans ces âges tendres, la thyroïde est très active, très très active, à partir de 1 an jusqu'à 7 ans. Oui. Et la thyroïde nous donne la sensibilité, toute la sensibilité. Et quand la thyroïde est très active chez un enfant, remarquez même quand elle n'est pas très active, mais en général c'est qu'elle est très active, on est attiré par les autres enfants. Mais je ne dis pas par les petits garçons si on est un garçon, pas forcément. On est attiré par n'importe quel enfant s'il nous plaît, si sa frimousse nous agrée, il y a une résonance, il y a un plaisir de considérer quelqu'un qui nous plaît, que ce soit un petit garçon, que ce soit une petite fille, ça ne fait rien. Oui. Et ceux qui m'ont fait l'objection en disant « moi j'étais attiré par un petit garçon », ça n'est pas une preuve qu'il était homosexuel. Il était attiré petit par des petits garçons, mais je suis persuadé, sauf s'il me dit le contraire, encore faudrait-il voir, que si c'était une petite fille qui était capable de lui plaire, il aurait été attiré pareillement. Parce qu'un enfant de cet âge-là, il est attiré par la thyroïde, non pas par la sexualité. Un enfant de cet âge-là, c'est la thyroïde qui attire, ce n'est pas le sexe. Après, il peut y avoir des anomalies qui s'installent, mais
voilà ce que je dis à propos de vous-même. Vous dites que vous étiez attiré très jeune. Alors voilà, il faut voir si c'est spécifique des petits garçons ou pas. Vous ne pensez pas que la culpabilité peut aussi dérégler, la culpabilisation peut dérégler aussi une sexualité Alors la culpabilisation, alors ça veut dire, alors là c'est un peu le contenu de ce qu'on a dit dans l'émission, ça veut dire que l'âme humaine, parce que c'est pas le corps qui culpabilise, c'est l'âme avec ses connaissances du bien et du mal, a fait que les actions qu'elle pose ou qu'elle a posées va être à l'encontre de sa tendance spirituelle, de ses formations éducatives ou religieuses ou surtout. Et à ce moment-là, s'il y a une action qui va à l'encontre de ces, j'allais dire de ces, pas formatages, mais de ces enregistrements, on a des cadres de pensée, l'éducation a formé une mémoire du bien. Et si donc nos actions ne vont pas dans le sens de ces cadres-là, il y a un hiatus qui s'opère et une souffrance, d'où la culpabilisation. Il faut soit éliminer la culpabilisation, auquel cas on n'arrange rien, soit on conforme ces actes au cadre de bien que nous avons reçu. Voyez ? Oui, je comprends, oui. Bon, ben écoutez, je ne vais pas monopoliser trop Non, écoutez, longtemps. c'est très intéressant quand même. C'est intéressant. Si un jour vous voulez m'appeler pour discuter, ça sera avec plaisir. C'est très aimable, monsieur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir François. Alors nous allons aborder la dernière page promotionnelle d'ici quelques secondes, juste pour dire qu'il était extrêmement intéressant de cet échange que vous avez pu avoir tous les deux. Ça reste un débat pour moi, en tout cas, pas de réponse à proprement parler, vous ayant entendu tous les deux. Mais voilà, c'est à fouiller, c'est à chercher. Je serais curieux justement des découvertes qui pourraient être faites dans ce cadre-là. Dernière page promotionnelle. Avec nous aujourd'hui, Jean Duchazot, qui a créé cette pratique, l'endocrinopsychologie. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone fixe que voici, le 01 47 63 16 30, 01 47 63 16 30. Le site internet endocrinopsychologie.org, endocrino, comme cela s'entend, le tiret c'est la touche 6 de votre clavier, psychologie.org. Sur le site internet, de nombreuses informations vous concernant et bien entendu différents livres que vous pouvez découvrir, notamment ces derniers que je nomme Ces glandes qui nous gouvernent ou encore Le sommeil perdu et retrouvé, l'origine glandulaire du sommeil. Il y a aussi Le secret dévoilé du corps et de l'esprit, l'action prodigieuse des glandes endocrines. Le sommeil et les rêves ont-ils livré leurs secrets ? Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité. Le bégaiement, son mécanisme psychophysiologique et enfin l'origine glandulaire des troubles mentaux, le fonctionnement des facultés mentales par l'endocrinopsychologie. Fin donc de cette émission. Jean Duchazot, un grand merci. Merci Laurent, à vous. Pour avoir encore été dans les profondeurs de ce qu'est notre corps, de ce qu'est notre esprit, l'interrelation qu'il y a entre les deux. C'est pas facile, mais c'est passionnant, ça c'est sûr. Et il est clair que l'endocrinopsychologie, en tout cas de ce que j'ai pu en percevoir à travers ce livre, moi j'adore ce livre. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de lire les autres parce qu'ils ont des thématiques bien spécifiques, mais en tout cas le secret dévoilé du corps et de l'esprit, pour avoir une vision globale réellement de ce qu'est l'endocrinopsychologie, c'est super. Un grand merci, on se retrouvera pour ceux et celles qui se posent la question au mois de mars, le mardi 27 mars. D'ici là, bonne continuation à vous Jean. Au revoir Laurent, merci. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM d'ici quelques instants pour y revenir ce soir à 23h avec Jean-Paul Bourg. En attendant, je vous rappelle que j'anime ce soir un atelier conférence dans les locaux de la radio, 8 rue Violet. La thématique, l'occasion de partager, de pouvoir échanger, partager nos énergies positives en vue des résolutions de cette nouvelle année. Et en même temps, d'aborder finalement la conscience, nos consciences, comment être plus léger et harmonieux avec nous-mêmes en tout cas. Voilà, je vous dis donc à tout à l'heure, 20h, pour cet atelier conférence. En attendant, au revoir et bonne soirée. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.
Santé Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.